bonsoir. Il fait partie des 12 définitivement retenus pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Serge Espoir Matomba accepte ce soir, en exclusivité et en primeur, de partager sa vision, son regard, ses ambitions pour notre pays, le Cameroun, lui qui est désormais candidat à l'élection présidentielle. Serge Espoir Matomba, bonsoir. Bonsoir, M. Tongo, et permettez-moi de dire bonsoir aux millions de Camerounais qui nous regardent en ce moment. Je vous laisse ce plaisir. Cela dit, alors Serge Espoir, si je vous appelle, si je vous dis, Monsieur le Président, vous vous sentez à l'aise dans ce costume, dans ce fauteuil, dans cette limousine présidentielle? Ouf, je me sentirais beaucoup mieux après le 12 octobre. D'accord. Vous savez, même au sein de notre formation politique, la nomenclature qui a été adoptée par nous est celle du premier secrétaire. Un homme au service, un homme proche du peuple, un homme proche de ses collègues, de ses collaborateurs. C'est beaucoup plus cela, parce que vous savez, on a souvent l'impression que les présidents sont plus ou moins vus comme des messies. Et ce n'est pas ce regard que je pose sur un président, et ce n'est pas ce regard que je voudrais avoir comme président. Je voudrais être ce Camerounais qui est juste au service des autres. Cela dit, le président de la France, Emmanuel Macron, a récemment reconnu que la France a opéré des actions militaires, a commis une guerre contre les forces camerounaises, contre les nationalistes camerounais à la période des indépendances. Vous avez une réaction par rapport à cette reconnaissance-là? Nous allons d'abord dire, c'est à quelle heure? À quelle heure ce type de reconnaissance, après avoir nié leur implication, je parle bien de la France, leur implication dans les génocides, dans les guerres contre le Cameroun, contre les nationalistes, contre ceux-là qui se battaient pour des meilleures conditions de vie des Camerounais et pour le Cameroun. À quelle heure? Il n'est jamais trop tard. Sauf que reconnaître, ce n'est pas suffisant. Et encore que, là, il reconnaît une partie des crimes. Donc, on a besoin que toute la lumière soit faite sur tout ce qui s'est fait durant ces périodes d'avant et après les indépendances. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas que avant ou avant les indépendances qu'il y a eu des massacres ou alors il y a eu des crimes contre les Camerounais ou contre les nationalistes. Même après les indépendances, ces crimes ont continué. Donc on a besoin que cette lumière soit totalement faite. Mais alors, il faut le dire, on n'attend pas d'eux que la lumière soit faite. D'ailleurs, ils ont essayé de biaiser l'histoire, comme toujours. Ils ont essayé de minimiser leur responsabilité dans ce qui a été fait. La vérité aujourd'hui, M. Dipita, c'est que nous avons quand même des anciens qui ont vécu ces périodes. Nous avons des archives aujourd'hui qui parlent. Lorsque vous allez à la fondation Afrique Avenir de Prince Koumandou III, vous savez, il y a un travail exceptionnel qui a été fait par cette fondation. Ils ont parcouru l'ensemble du triangle national. Ils ont écouté, enregistré des personnes de plus de 100 ans sur le vécu de ces derniers dans le pays avant et après les indépendances. Tous ces enregistrements, ils sont aujourd'hui en train de les transcrire en livres. C'est notre histoire. Et c'est l'histoire que les Camerounais doivent véritablement connaître. Pas celle qui est fabriquée pour se dédouaner ou encore pour minimiser sa responsabilité, comme ce que nous avons vu la France faire. Bon, aujourd'hui, Emmanuel Macron commence à reconnaître les crimes. Mais ce n'est pas suffisant. Et là, il les reconnaît partiellement. Donc, il faut aller plus loin. Après la reconnaissance, M. Tongo, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord une reconnaissance complète. Il faut un pardon. Je veux dire un pardon. Il faut des excuses publiques. Ah oui, les excuses officielles adressées au peuple camerounais. Mais lorsqu'on a fini avec les excuses, il faut des réparations. Des crimes ne peuvent pas être oubliés tout simplement par le simple fait que vous commencez ou alors vous les reconnaissez ou que vous avez demandé des excuses. Mais il faut réparer. Vous, Président, quelle action mènerez-vous dans ce sens-là pour qu'il sait peut-être obtenir ces réparations? Écoutez, les réparations seront obligatoires et conditionneront notre relation vis-à-vis de la France, pas seulement de la France, mais de l'Europe.
aussi. Parce que les crimes qui ont été commis sur nos terres, écoutez, ces réparations sont nécessaires, non seulement parce que quand on parle des crimes, il ne s'agit pas que des pertes en vies humaines. Il s'agit aussi du pillage de nos ressources et du Cameroun. Il s'agit, n'est-ce pas, de nos mémoires qui se retrouvent aujourd'hui dans des musées. C'est-à-dire notre histoire qui se retrouve dans des musées au lieu d'être dans des musées camerounais, ou alors au Cameroun, ou encore en Afrique. Donc il est important de le dire que moi, président, j'engagerai des actions pour que la France, l'Europe, répondent de ses responsabilités et répare ses crimes. En commençant par retourner au Cameroun, en Afrique, tout ce qu'ils ont pu prendre pour déposer dans leurs différents musées, en payant le prix, parce qu'on va créer, évidemment, j'ai d'ailleurs fait une tribune là-dessus, un fonds pour pouvoir, n'est-ce pas, mieux utiliser les dommages financiers qui seront retournés, n'est-ce pas, à notre pays. On pourra construire des écoles, des hôpitaux et tout ce que vous voulez, des infrastructures en général. Et mieux. Donc, aujourd'hui, ce pays ou ces pays sont redevables au Cameroun. Et vouloir faire croire qu'ils sont des pays qui aiment le Cameroun et qui aident le Cameroun, c'est en réalité se moquer des Camerounais. Donc, on commence déjà par la reconnaissance, mais il faut qu'elle soit complète. Il faut que toute la lumière sur les crimes commis soit faite. Il faut qu'on passe à la phase des excuses publiques et officielles. Il faut que les Camerounais aient, qu'on arrive au niveau où on pardonne, et maintenant la phase de réparation entre. Essayons donc de nous approprier votre programme, votre vision, votre projet de société pour le Cameroun. Alors, vous vous intéressez à l'identité nationale. Et sur cet aspect-là, vous proposez d'adopter une langue nationale comme langue officielle. Alors, pour savoir comment concilier cette ambition, ce projet, avec les plus de 250 groupes ethniques qui composent notre pays, et surtout les deux langues officielles adoptées par le Cameroun, l'anglais et le français. Vous savez, d'entrée, vous avez commencé à bien articuler votre question avant de gâter à la fin. Non. Bien évidemment, parce qu'il faudrait peut-être que je rappelle qu'une nation, est définie comme étant un territoire et une langue. Je n'ai pas dit 2 langues. Je n'ai pas dit 3 langues, je n'ai pas dit 250 langues. J'ai dit une nation est définie comme étant un territoire et une langue. Alors, pour revenir sur le cas du Cameroun, si, nous avons un territoire. Nous avons 2 langues officielles, en dehors des 250, ou alors des plus de 250 ethnies que nous avons. Mais de ces 2 langues officielles, laquelle pouvons-nous dire qu'elle nous appartient? Le français, c'est la France. L'anglais, c'est l'Angleterre. Ça veut donc dire que, jusqu'à preuve du contraire, le Cameroun n'est pas encore une nation, définie telle que étant un territoire et une langue. Ça veut dire que le Cameroun manque quelque chose qui lui appartient. Une langue. Mais une langue qui, elle, est propre au Cameroun et qui pourra être parlée du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans tout le pays, par tous les Camerounais. Quand on parle de l'adoption d'une langue, vous voyez, je vous ramène donc sur la deuxième phase de votre question. Vous convoquez le fait que le Cameroun ait 250 langues. Comment allons-nous faire? Monsieur Tongo, la France, en adoptant le français avec plusieurs langues, et aujourd'hui encore la France a plusieurs langues. Mais à ce niveau, le débat ne se pose pas. Le Portugal en a, l'Italie en a, l'Espagne. Tous ces pays ont plusieurs langues. Mais pourquoi pensez-vous que c'est parce que le Cameroun a 250 langues qu'on ne peut pas adopter une langue supra? Ou alors une langue officielle, une langue nationale. Pourquoi croyez-vous que le choix de la langue serait difficile? Non. Aujourd'hui, nous vivons des problèmes d'identité réelle. D'accord. Monsieur Tongo, permettez-moi de poursuivre, sinon on ne va pas se comprendre. Allez-y. Aujourd'hui, nous vivons des problèmes d'identité réelle. D'aucuns se réclament d'être des Camerounais francophones, d'autres des Camerounais anglophones, mais plus grave, ils vont jusqu'à dire qu'ils ont la culture francophone et la culture anglophone au point de se battre. On se bat pour un legs colonial. On se bat
pour la culture ou les langues d'autrui. Mais c'est beaucoup trop grave, M. Dipita. Nous avons besoin de sortir de là. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons dit dans notre projet que lorsque nous arriverons au pouvoir, dans la réécriture de la Constitution, il n'y aura plus de francophones ni d'anglophones dans ce pays. Nous adopterons une langue qui sera la langue officielle, qui sera parlée au sud-ouest, au nord-ouest, dans l'extrême nord, au nord, dans le littoral, au centre, à l'est, dans toutes les régions du Cameroun. Bien que, écoutez, il y a deux façons de choisir, il y a deux façons de faire le choix d'une langue. Soit on met sur pied à contribution des linguistes qui travaillent autour d'un choix, en moins de 6 mois on a une langue, soit on choisit une langue. Si je vous prends l'exemple du français qui a été choisi par François Ier, en France, il a fait le choix d'une langue qui existait déjà. Donc on peut facilement faire le choix d'une langue. Et peut-être je devrais vous rappeler qu'en 1957, M. Dipita, nos dévanciers, le Podol et ses compagnons, Wandje et autres, Moumié, ils avaient fait le choix du Foufoudé. Et le leader nationaliste ils avaient fait le choix du Foufoudé comme langue officielle, comme langue nationale. Sauf que le projet n'a pas abouti. Ils ne sont pas arrivés aux commandes du pays. Ils ont été massacrés par ceux aujourd'hui qui font semblant de reconnaître ces crimes sans pouvoir demander pardon aux Camerounais. Alors, donc, c'est pour vous dire que si eux, en leur temps, en 1957, avaient pensé, tenant en compte que le Cameroun a plusieurs langues, pourquoi vous pensez que ce sera une difficulté pour nous, qui sommes des héritiers si vous faites donc, de ces pères fondateurs? Si vous faites donc de la langue et de la culture des piliers fondamentaux pour l'identité nationale, par quel mécanisme, par quel moyen vous intégrez tout cela dans l'éducation, qui c'est peut-être dans les médias, ça se voit par exemple dans ce pays ailleurs, dans l'administration? Comment est-ce que cette vision s'implémente concrètement dans le quotidien des Camerounais? Ben c'est simple, Monsieur Tongo. Après une adoption, après la réécriture de la Constitution dans laquelle on dit clairement que voici la langue officielle, tout de suite, dans le programme éducatif, cette langue est intégrée comme étant la langue officielle. Vous savez, je ne sais pas pourquoi... Schématiquement, on fait des livres en cette langue, on adopte cette langue comme la langue parlée dans l'environnement global, national. Bien sûr. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ce qu'on fait. Par un décret. C'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on l'introduit d'abord dans le circuit académique. Et c'est la langue qui est utilisée dans l'administration. Ça veut dire que, à moins de... Et puis, Monsieur Dipita, je vais vous poser une question. Peut-être, c'est vrai que je suis à la mauvaise posture. Ben, posez-la, les gens qui vont faire des cours d'allemand, comment ils font pour parler allemand en moins de 3 mois, 6 mois? Ceux qui vont faire des cours de chinois, comment ils le font en moins de 3 mois et 6 mois? Ceux qui font des cours d'anglais, pour ceux qui sont des francophones, et pour des anglophones qui font des cours de français, comment ils font? Pourquoi pensez-vous que si on adopte une langue, ce sera difficile d'implémenter sur la scène nationale? Non, c'est une question de volonté. Et d'ailleurs, puisqu'elle sera la langue officielle, écoutez, ce sera une obligation pour chacun de parler cette langue, puisque c'est la langue que vous allez utiliser. Et mieux, il ne faut pas perdre de vue un véritable problème que nous avons aujourd'hui sur la scène. Lequel? Problème du tribalisme. D'accord. Et dans le problème du tribalisme, vous savez que la langue est pour beaucoup, pourrait résoudre beaucoup, parce qu'en réalité, si vous pouvez parler une seule langue dans toutes les régions, si à partir de cette langue, vous êtes servi sur la place publique comme privé, ben, il sera difficile de commencer à vous poser la question. Une langue parmi d'autres, est-ce que vous ne prendrez pas le risque d'exacerber ces relents tribalistes à travers la langue, puisque vous le dites? Comment ça résout donc ce problème? Non, du tout. Vous savez, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que c'est que le fonctionnement d'un État. Comment ça se passe? Le Cameroun ne sera pas le premier pays à adopter une langue parmi les langues qui existent, ou alors à créer une langue parmi les langues, à créer une langue
en écartant toutes les langues qui existent, en faisant une langue nationale. En même temps, tous les pays ne vivent pas les mêmes mots que le Cameroun. Hein, je ne sais pas quel mot vous vivez. Vous vivez On parlait du tribalisme, par exemple, tout à l'heure. Comment résoudre la question du tribalisme avec la langue que vous choisirez? C'est la question centrale, du moins à ce stade. Monsieur Tongo, le tribalisme est une conséquence d'un construit de la destruction d'une culture et d'un peuple. Je vais vous rappeler un exemple que j'aime bien utiliser. Quand nous étions petits, pour nous qui avons grandi dans des quartiers où il y avait pas mal de personnes, quand tu disais Kenfak, tu disais Matomba, tu disais Dipita, c'était à peine si on savait d'où venait Kenfak. C'était à peine si on savait d'où venait Ewunjo. C'était à peine si on savait d'où venait Emana. On savait que nous étions tous ces enfants d'un quartier. Nous vivions là, on sautait, on jouait, on faisait nos interquartiers et on s'amusait. C'était ça la réalité. Et rappelez-vous, monsieur Tongo, quand vous étiez, et je suis certain de cela, quand vous étiez à l'école primaire et même au lycée, on vous appelait par votre nom de famille. Mais aujourd'hui, on fait vite d'écarter votre nom de famille pour vous appeler par des prénoms. Je vous montre là comment on a construit des concepts qui nous ont amenés à nous retrouver sur un plan tribaliste de la scène et on a l'impression que ce sont les politiques qui amènent le tribalisme et pourtant c'est un construit qui part d'une pensée stratégique pour vous garder dans la division. Parce qu'en réalité, pour vous maintenir faible, il faut vous diviser. Et comment est-ce qu'on vous divise? On pense méthodiquement comment on le fait. Ça part donc de certains concepts que vous ne voyez pas, que vous ignorez, et on vous les applique, vous entrez en plein dedans, vous vous dites, ah non, c'est ça la civilisation. Et pourtant, on est en train de vous écarter des réalités. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une langue nationale? Une langue, c'est un moyen d'union, d'identité. C'est-à-dire que lorsque je parle, prenons un exemple simple, pour certains Camerounais qui se retrouvent à l'étranger, qui sont au milieu de plusieurs et ils veulent s'exprimer entre eux pour que les autres ne comprennent pas, venant de plusieurs horizons différents au Cameroun, ben, il y a le franc-anglais qui a été composé comme ça par des jeunes. Et là, il faut saluer, n'est-ce pas, la prouesse de ceux-là qui, en manque de quelque chose, ont créé quelque chose. Même si ce n'est pas encore ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'expriment dans cette langue-là. Ils se reconnaissent à travers cette langue. D'accord. C'est dialectique. Donc, vous comprenez que c'est important et c'est nécessaire. Ça nous permet quoi? Ça nous permet de résoudre une question identitaire. Ça nous permet de résoudre un problème d'appartenance, un problème tribaliste qui est aujourd'hui sur la scène et plusieurs autres. Donc, c'est important de dire que l'implémentation est trop simple, monsieur Dipita. Je vous le dis, à partir du moment où nous faisons le choix, en moins de 6 mois, presque tous les Camerounais parleront la langue. Un autre point focal de votre vision, vous envisagez créer des symboles unificateurs et une histoire commune pour notre pays. Donc vous sous-entendez que, évidemment, l'histoire actuelle n'est pas dite par nous et donc qu'elle n'est pas suffisamment valorisée. Comment choisirez-vous les héros nationaux représentatifs de toutes les régions, par exemple? Et on ne fait pas de choix. Vous faites quoi? Les héros. Ils existent, les héros. Sauf que l'histoire, vous ne la connaissez pas. C'est justement ça. C'est à partir de la réécriture de notre histoire que vous saurez que voici les héros. Voici ceux qui ont versé du sang. Voici ceux qui ont donné de leur vie. Vous en citez quelques-uns. Vous en connaissez. Robert Oumniobek, si je commence à en citer, et bien d'autres, ses compagnons, et bien d'autres. Et tenez-vous tranquille, dans toutes les régions du Cameroun, si je vous prends l'exemple de Maniben, par exemple, qui vient le lion noir, Banen, mais vous devez comprendre que dans toutes les régions et presque dans tous les départements du Cameroun, nous avons des héros, mais qui sont oubliés par l'histoire parce qu'en réalité, on a voulu tronquer votre histoire. Monsieur Dipita, une des choses que nous ferons sera la réécriture de cette histoire par les Camerounais. Et je vous dis que les archives existent. J'ai pris personnellement le temps de discuter avec plusieurs historiens camerounais. J'ai pris personnellement le temps de rencontrer un illustre professeur, le professeur Koumandoumbe III. J'ai discuté, j'ai échangé, j'ai vu de mes yeux des enregistrements
écoutez-moi très bien, des enregistrements à la bibliothèque à Afrique à venir, des régions, de toutes les régions du Cameroun, c'est-à-dire des personnes allant de 100 ans et plus, et parfois moins, ils ont pris le temps. Et puis, attention, ces gens s'exprimaient dans leur langue. Et ces langues, aujourd'hui, sont en train d'être traduites. C'est ça notre histoire. Et de ces langues, de ce travail, on n'a pas besoin de vous dire que tel était héros. Puisque plusieurs personnes racontent des histoires du vécu camerounais. C'est simple. Nous pourrons ressortir de cela parce qu'il faut éviter d'inventer les héros. Il faut éviter d'inventer pour tronquer l'histoire. Des gens se sont battus, des gens se battent au quotidien dans plusieurs domaines. Et ces derniers, n'est-ce pas, sont des personnes à valoriser. Donc, pour un devoir de mémoire, nous devons apprendre à nos enfants, nous devons apprendre aux Camerounais leur histoire réelle et leur dire, voilà. Parce que ceux qui sont présentés pour la plupart sont ceux qui ont servi le colon contre leurs compatriotes. Et c'est eux que le colon a hissé. Vous savez, j'ai toujours très peur quand je vois des colons ou alors quand je vois les Occidentaux apprécier quelqu'un. Quand je vois les Occidentaux apprécier quelqu'un, je commence à me méfier. Je dis, tiens, il y a anguille sur roche. Prenez un exemple simple. Quand ils ne sont pas d'accord avec un dirigeant africain, vous voyez le bac-chiche officiel qui se passe. C'est-à-dire, ils utilisent tous les canaux de communication. Il y a un bac-chiche, on tire sur ces dirigeants. Mais quand ils sont en harmonie avec un dirigeant africain, mais mon Dieu, même si le peuple de ces dirigeants-là n'aime pas ces dirigeants, eux, ils ne font que la promotion de ces dirigeants. Donc, quand vous voyez ces Occidentaux commencer à apprécier un Africain, un Camerounais en particulier, faites très attention, c'est qu'il y a un problème. Les experts pensent que le sentiment d'appartenance nationale est largement fragilisé par les inégalités régionales, ce qui interroge également la notion que les politiques d'ailleurs reprennent assez souvent de cohésion nationale. Comment renforcer ce concept? Comment permettre aux Camerounais qui se disent que c'est peut-être moins pris en compte par la résolution de leurs problèmes dans leur région, comment leur faire comprendre qu'ils sont dans un ensemble cohérent, dans un ensemble national où ils comptent autant que d'autres? Vous savez, avant de répondre à cette question, il faut peut-être repartir à la source du problème. D'accord. C'est très important pour que les Camerounais comprennent. Qui a partitionné le Cameroun? Qui a divisé le Cameroun tel qu'il est? Le découpage administratif que nous l'avons, qui l'a fait? C'est ceux qui ont écrit la Constitution. Après avoir écrit la Constitution, ils ont découpé le Cameroun comme ils ont bien voulu, pour dire, voilà, et puis les conséquences sont là. Vous voyez des frères qui sont divisés par, si je prends le cas des Banen par exemple, vous partez de Yingui à Ndjiki. Entre Yingui et Ndjiki et Nituku, il n'y a rien au milieu. C'est les villages Banen, c'est les forêts Banen. Mais curieusement, Yingui se trouve dans le département du Kam, Ndjiki se trouve dans le département du Baminoubou, Yingui se trouve dans le littoral, Nituku et Ndjiki se trouve dans le centre. Voilà un découpage où on a divisé des frères. On leur dit, vous appartenez à 2 départements différents, non mieux, à 2 régions différentes. Et c'est comme ça dans tout le pays. Comment vous expliquez ce type de découpage? Vous pensez que ce sont les Camerounais qui l'ont fait? Vous referez la carte du Cameroun. Mais c'est une évidence. Ce n'est pas un débat. Quel serait le schéma? Écoutez, nous partirons déjà de 10 régions à 5 régions. Ça, c'est simple. Donc, il faut comprendre que nous n'avons pas besoin. Et de cette division naissent donc les problèmes que vous évoquez. Parce qu'en réalité, plus vous êtes divisé, plus vous avez des problèmes et moins vous pouvez vous entendre. Parce que chacun réclamera sa part. Comme aujourd'hui, certains ont fait du Cameroun un gâteau où chacun vous dit, je veux ma part, c'est mon tour, c'est mon ceci. Vous voyez, voilà à quel niveau nous sommes arrivés. Mais là, ce n'est qu'une conséquence de ce qui a été prédit et pensé stratégiquement. Parce qu'en réalité, pour vous tenir pauvre, il fallait arriver à ce résultat. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Aujourd'hui, nous sommes dans la reconstruction des grands ensembles, des grands blocs.
Donc il faut resserrer. Il faut unir les Camerounais. Il faut faire en sorte que les Camerounais se regardent en tant que frères. Pas en tant que en ayant des appartenances tribales, ethniques, comme vous voulez. Hein. Mais on construit les grands ensembles, on resserre. Ça nous permet même déjà, administrativement, de mieux gérer et facilement gérer, n'est-ce pas, le pays. Et non amener des concepts comme équilibre régional, c'est-à-dire qu'une autre bêtise qui a été trouvée comme ça, pour dire comme quoi on va prioriser, on prend tel dans telle région, tel. Non. Ça, c'est quand on fuit la réflexion. Ça, c'est quand on abandonne la compétence. Et on se retrouve donc dans ce type de concept qui voudrait qu'on dise, non, dans telle région, il faut qu'on prenne 10. Dans l'autre, il faut qu'on prenne 10. Dans l'autre, pour que ce soit équitable. Non, c'est pas ça la justice sociale, je suis désolé. Nous avoisinons environ 30 millions d'habitants désormais. Comment cette politique d'unité nationale, Serge Espoir, tiendra compte des diversités, d'abord démographiques, mais aussi géographiques de notre pays? Je ne sais pas si on se comprend, M. Dipita. C'est de ça que nous parlons. C'est tout le mal que je nous souhaite. 30 millions, je vous dirais que nous sommes à près de 40 millions ou plus de 40 millions d'habitants aujourd'hui au Cameroun. C'est dommage que nous ne puissions pas avoir des chiffres officiels, parce que là encore... Mais d'où viennent vos chiffres? Écoutez... Quelle estimation? Vous avez plus de 30% de la population qui n'ont pas d'acte de naissance. Vous faites comment pour les comptabiliser? Raison de plus interroger la source de vos chiffres. Le dernier recensement officiel date de 2005, qui était un recensement purement politique, dans lequel on n'a pas donné des chiffres exacts. Il fallait donner des chiffres pour des élections. Mais comment faites-vous pour arriver à 40 millions d'habitants? Écoutez, c'est simple. Il y a des équations de calcul de la démographie. Si vous partez pas de 2005, bien avant, vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, le Cameroun avoisine les 40 millions d'habitants. Et mieux, nous parcourons le territoire national, M. Dipita. Nous avons cette chance-là de parcourir le triangle national et de voir, même si nous n'avons pas, je vais dire, un compteur des populations que nous voyons au quotidien, mais nous avons tout au moins une notion de ce qui pourrait être la population au Cameroun. Prenez une ville comme Douala. On vous dit par exemple que Bonabéry a, si je prends le cas de Bonabéry, on vous dit par exemple que Bonabéry a 450 000 habitants. Mais c'est une blague. Quand vous êtes à Bonabéry, vous savez que Bonabéry a plus d'1 million d'habitants. Et quand on vous dit que Douala est dans les 3-4 millions d'habitants, mais là encore c'est une blague. La ville de Douala, à elle seule, a plus de 6-7 millions d'habitants. Donc, mais là, ce n'est pas un fait de propagande quand nous le disons, c'est une réalité. Et nous qui parcourons dans le pays, nous voyons ces Camerounais sans acte de naissance, qui ont donné naissance à des enfants. Les enfants n'ont pas d'acte de naissance, ils n'ont pas de carte d'identité. Je vous le dis, M. Dipita, un des gros problèmes que le Cameroun a, c'est que le Cameroun ne connaît pas, ne maîtrise pas sa démographie exacte. Et le Cameroun ne connaît pas sa population, ce qui est un problème de sûreté nationale. Donc maintenant, quand vous parlez de conciliation, d'unité, ce n'est pas aussi difficile que cela à partir de la vision que nous avons. Puisque notre vision s'appuie sur quoi? Ou alors la construction du pays s'appuie sur quoi? Sur l'unité. D'accord. L'identité d'abord, c'est-à-dire qu'on définit une identité camerounaise qui n'existe presque pas. Sur les bases linguistiques, culturelles et autres. Et maintenant, on va vers l'union des Camerounais, l'unité. C'est-à-dire, quand on parle de l'unité, ce n'est pas dire on prend un Camerounais du Nord, on prend un autre du Sud, on unit, non. On pose l'histoire du Cameroun sur la table. On convoque la mémoire. Il y a des problèmes là. On convoque tout ce qui s'est passé. On regarde devant cette histoire, on se regarde devant cette histoire et on s'émire. On dit qu'est-ce qu'on fait? On se pardonne pour les crimes que nous-mêmes nous avons commis. Parce que c'est important de le dire, avant l'unité, avant l'union, si vous voulez, il faut quand même convoquer sur l'histoire tout ce qui s'est passé. De bien comme en mal, il faut avoir le courage de le dire. Dès qu'on a fini d'unir les Camerounais, quand je vous prends un simple exemple en vous disant que nous ne voudrons plus d'anglophones et de francophones, c'est une forme d'union. C'est une forme d'union. Quand on a donc fini, on va donc vers ce que nous appelons la souveraineté, M. Dipita. Et là, dans la souveraineté, les problèmes sociaux trouvent des solutions qui
vont résoudre des problèmes d'inégalité. Parce qu'en réalité, les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui sont beaucoup plus des problèmes d'inégalité dans la société. D'aucuns se sentent lésés. Mais comment on a fait pour que certains Camerounais se sentent lésés? L'inégalité, elle se situe à quel niveau? Au niveau de la répartition des richesses ou au-delà? Au niveau de la répartition de la richesse, au niveau du traitement, n'est-ce pas, des uns et des autres. Écoutez, des gens se sentent parfois exclus. D'autres vous disent, nous sommes venus vous accompagner. D'autres vous disent encore, comme je ne suis pas un tel, ou je ne suis pas coopté par un tel, ou je ne suis pas l'enfant d'eux. Quand des gens commencent à vous dire ça, ça veut clairement dire que ils se sentent, bon, je ne dirais pas marginalisés, mais ils se sentent écartés, n'est-ce pas, de leurs droits. D'accord. Alors, vous proposez également de redéfinir la citoyenneté camerounaise au-delà de l'origine ethnique. Comment tout cela se traduit-il dans les textes légaux et la vie quotidienne des Camerounais? C'est simple. Vous savez que l'un de nos premiers chantiers, comme je l'ai dit, sera la réécriture de la Constitution. D'accord. Nous allons, n'est-ce pas, nous atteler à cela. Et dans la nouvelle Constitution, puisque nous avons une vision claire qui est définie, alors nous définirons le profil du Camerounais qu'on voudrait avoir. Okay. Quand on a fini de définir le profil du Camerounais qu'on voudrait avoir, qu'est-ce qu'on crée? Qu'est-ce qu'on fait? On met en place, on met une loi d'orientation d'éducation qui, dans cette loi, définit le type de citoyen, puisque c'est dans le profil, le type de citoyen que nous voulons avoir. Et c'est lui-là qu'on construit, M. Dipita. Parce qu'en réalité, ce qu'on ne dit pas assez, vous n'êtes que le produit de ce qu'on a voulu que vous soyez. Si aujourd'hui on considère les Camerounais comme étant, entre parenthèses, des personnes qui, ma foi, sont des suiveurs, pour d'autres, des personnes qui sont faibles, ou encore des personnes qui écartent l'essentiel pour, n'est-ce pas, se contenter du divertissement. Mais si on considère les Camerounais ici, ainsi, et plusieurs autres exemples que je pourrais citer, c'est tout simplement parce qu'on a voulu que les Camerounais soient ainsi. Mais ça part de quoi? Ça part, n'est-ce pas, de la vision qu'on a eue du Cameroun. Ça part de la loi d'orientation, parce qu'à partir de la loi d'orientation, on forme le type de Camerounais qu'on voudrait. C'est comme ça qu'on construit le citoyen. Moi, j'ai eu la chance, n'est-ce pas, de parcourir certains pays et de voir comment, si je cite un exemple, un pays que j'ai beaucoup aimé, le Cap-Vert, M. Dipita. Quand je suis arrivé pour la première fois au Cap-Vert, j'étais très émerveillé. Je vois un peu partout, des uns et des autres, afficher le drapeau du Cap-Vert. C'était une sortie officielle? Non, c'était anodine? Okay. Non du tout. C'est-à-dire que dans les rues, un peu partout, des gens étaient fiers d'arborer le drapeau, ils les portent en tenue, plusieurs gadgets sont autour du drapeau, et vous voyez comment ces gens, ils parlent de leur pays avec beaucoup d'amour, même quand ils sont à l'étranger, comment ils parlent avec beaucoup d'amour. Et quand on revient chez nous, parfois c'est à peine si les administrations publiques ont le drapeau du Cameroun, à plus forte raison les citoyens. À plus forte raison les citoyens. Mais comment voulez-vous construire un sentiment d'appartenance, un sentiment de citoyen, quand vous n'avez pas construit au préalable le patriotisme, l'amour? Parce que ça se construit à la base. Je suis allé dans un autre pays, dans lequel j'ai écouté des enfants, 5 ans, 6 ans, 7 ans, chanter des chansons en disant « leur pays est le pays le plus grand ». Est le pays le plus... C'est-à-dire qu'il n'existe pas un autre pays plus grand que leur pays. C'est comme ça qu'on construit un citoyen, M. Dipita. Et ça doit commencer à la base. On construit l'amour de la patrie. Et vous verrez difficilement, dans ce type de pays-là, les citoyens de ce pays se dresser contre leur pays. Quel que soit le problème qui existera, l'ennemi qui viendra de l'extérieur restera l'ennemi qui vient de l'extérieur. Mais eux, ils vont toujours dire, notre pays, nous nous battrons avec, nous le défendrons. Mais aujourd'hui, regardez le Cameroun. Selon vous, qui sont les plus grands pourvoyeurs du Cameroun? Ce sont malheureusement des Camerounais qui sont arrivés à un niveau extrême de dégoût du pays. Ils n'ont pas appris, on ne leur a pas appris à aimer le pays. On leur a dit, la meilleure des choses qui existent, c'est la critique, c'est ce qui ne va pas, il faut dire ce qui ne va pas. Mais même dans ce qui ne va pas, même quand ça ne va pas, il y a un instinct d'amour qui nous dit, c'est pas à vous de détruire le pays.
Ce n'est pas à vous de détruire le pays. Parce que ce pays que vous allez détruire, demain vous êtes appelés à y vivre. Ou alors vos familles sont appelées à y rester. Ou encore, ce pays vous êtes appelés à le construire. C'est pour dire, Monsieur Dipita, le sentiment, le citoyen se construit. Mais il part, n'est-ce pas, de la vision que vous avez pour avoir le citoyen que vous voulez. Vous souhaitez également reformer, vous l'avez d'ailleurs dit précédemment, les programmes scolaires pour refléter l'histoire de notre pays et ses valeurs. À l'immédiat, quels sont les changements fondateurs que vous comptez apporter au manuel scolaire, académique et au contenu pédagogique pour implémenter cette nouvelle trajectoire que vous voulez impulser à l'éducation camerounaise? Nous avons un environnement qui devrait répondre à la vision, ou alors nous avons une vision qui doit répondre, qui doit tenir compte de l'environnement dans lequel nous sommes. D'accord. Le manuel scolaire ne doit pas être une histoire qui est écrite par des gens et qui est juste distribuée comme ça, ou alors donnée à certains enseignants pour qu'ils puissent donner, apprendre, si vous voulez, aux élèves ce qu'ils veulent. Vous savez, j'ai discuté avec un aîné aujourd'hui. Il m'a fait tellement rire, M. Dipita, parce que vous parlez d'éducation, donc je reviens sur cette anecdote dans cette conversation, lui et moi, ce matin. Il me dit, Monsieur le Président, j'ai lu votre projet et je suis totalement d'accord avec vous sur l'éducation et sur bien d'autres choses. Il me dit, est-ce que vous savez que le plus mauvais investissement au Cameroun, c'est l'éducation? Je lui dis, comment ça? Il dit, oui, l'éducation au Cameroun, l'investissement dans l'éducation, c'est une bêtise. Je lui dis, ah bon? Il me dit, écoute, Monsieur le Président, dans notre système éducatif, qui n'est d'ailleurs pas adapté à notre environnement, quand on parle d'investissement, un investissement doit pouvoir produire. On est d'accord? Mais comment on investit dans un système qui ne produit pas? Il prend un exemple. Il dit, chaque parent, partons du principe que chaque parent investit 5 000 francs par mois pour l'éducation de l'enfant. Pour un enfant. Au bout de 20 ans, le parent aura investi pratiquement 20 millions. Après, cet enfant sort de l'école, il se met à chercher du travail. Il n'a pas encore de travail. Le parent doit encore lui donner les frais de taxi. Pourtant, l'investissement du parent devait déjà être en train de rapporter de l'argent, puisque c'était un investissement. Il se met à chercher du travail et quand il trouve le travail, il a une nouvelle famille. Il commence à investir pour ses enfants, pour sa femme et comme vous voulez. Et l'investissement se poursuit. Sauf que celui qui a investi pour qu'il devienne ce qu'il est devenu n'a pas un retour sur investissement puisqu'il n'aura pas l'investissement pour... Il n'aura pas de l'argent entre-temps pour lui donner puisque la formation n'est pas adaptée. Monsieur Tongo, c'est pour vous dire que quand je reviens au manuel, dans votre question, nos manuels sont encore approuvés par l'UNESCO, ça au moins vous le savez. Qu'est-ce que l'UNESCO sait de notre environnement? L'UNESCO approuve des manuels depuis qu'ils devraient former des Camerounais. Mais l'UNESCO ne sait pas que. Et la loi autour d'orientation du Cameroun ne sait pas que les Camerounais ont besoin de routes, qu'on a besoin des Camerounais pour construire les routes. On est quand même, soit dit, indépendant depuis les années 60. Comment faisons-nous que jusqu'à ce jour, qu'on n'ait pas des Camerounais formés pour construire leur pays? D'accord. Permettez-moi. Oui, mais je reviens sur la question. Il faut qu'on avance. Permettez-moi. On est en train d'avancer, je crois. Comment faisons-nous pour ne pas avoir des Camerounais qui peuvent construire des machines après 60 ans? Ou alors mieux, bien avant. Comment faisons-nous pour ne pas avoir, pour n'avoir pas pu former ces Camerounais? Pourtant, dans d'autres systèmes éducatifs, ils le font aisément.
Ils le font aisément, ils construisent des machines, ils vont même jusqu'à construire, si vous voulez, des bombes et tout ce que vous voulez, dans leur système éducatif. Mais pourquoi nous ne faisons pas cela? Donc, il faudrait que nous arrivions à une indépendance de notre système éducatif, M. Tongo. Donc, quel changement immédiat vous ferez? Nous arrêterons tout. Okay. Quand vous parlez de changements immédiats, nous allons refonder notre système éducatif. Ça consiste en quoi? Et il sera adapté, n'est-ce pas, au pays, au type de pays que nous voulons. Ça ne consiste à rien, à résoudre, à amener dans le plan de l'éducation nos besoins, les besoins du pays. C'est-à-dire que nous voulons faire ceci. Alors il faut que les Camerounais soient éduqués dans ceci. Nous voulons faire cela, il faut que les Camerounais soient... Monsieur Dipita, nous voulons transformer tout ce que le Cameroun produit. Donc nous devons former les Camerounais là-dedans. C'est pas compliqué. Nous voulons atteindre, je ne dirais pas, tel niveau. C'est vers là que nous devons former les Camerounais. C'est simple. Il ne faut pas chercher très loin. C'est-à-dire que nous devons être pratiques. Vous proposez également de non seulement les restaurer, mais davantage mieux les fournir. Les bourses d'éducation, par quel mécanisme? C'est simple. Les meilleurs... vous savez, nous pensons déjà que l'éducation doit être gratuite. Ah, d'accord. Gratuite à un certain niveau. Mais jusqu'à quel niveau? Écoutez, jusqu'au... le primaire doit être totalement gratuit. Okay. Le secondaire, jusqu'à un certain niveau, parce que quand vous allez donc dans les études supérieures, c'est autre chose. Et nous estimons donc là, à ce niveau, d'ailleurs, nous avons développé des plans pour financer l'éducation, pour que l'éducation soit complètement gratuite. Mieux, nous pensons que... Alors, je vous parle, vous les financer comment? C'est important de savoir. Simplement, nous avons deux mécanismes. Vous savez que nous allons passer à une phase de grande industrialisation du pays. Donc, la plupart des produits manufacturés on prélèvera une taxe d'1 franc qui sera destinée tout simplement à l'éducation. D'accord. Donc, c'est pas aussi compliqué que ça. Pour revenir sur les bourses. Mieux, nous avons... tous nos produits miniers que nous avons au Cameroun, nous prélèverons une taxe là-dessus pour dédier uniquement à l'éducation. Parce que vous savez, c'est ce secteur-là qui doit consommer le gros de notre budget. Parce qu'on veut des Camerounais prêts, et ceci dans tous les domaines. Pour vous, quel est le secteur de l'éducation qui est prioritaire pour accélérer notre développement et moderniser notre pays? La technique. L'éducation technique dans tout son plan, dans tous ses plans. Éducation technique, bien que je ne dis pas que les sciences littéraires n'ont pas leur place, les sciences littéraires ont bien évidemment leur place, mais les sciences techniques, beaucoup plus, parce que quand vous regardez notre pays, j'ai l'habitude de dire, on a un pays vierge, on doit le construire. Qui doit le construire selon vous? Ce sont des Camerounais, mais des Camerounais formés, des Camerounais prêts, des Camerounais qui savent où on va avec le Cameroun. C'est avec eux qu'on doit travailler. Donc voilà, si je réponds à votre question directement. Selon l'INS, la source des statistiques de 2023, à ce moment, ce moment-là, on avait un taux d'analphabétisation, j'y suis parvenu, à 22%. Votre réforme éducative, comment impacte-t-elle ce niveau? Comment faites-vous pour réduire ce taux et à travers quelles réformes précises cela se construit-il? Monsieur Dipita, vous me posez la question, vous voulez que je vous donne une réponse dans un système qui ne va plus exister avec nous? C'est une question ouverte. Oui, c'est pour dire que vous me posez une question dans un système qui ne va plus exister dans avec votre nous. Système, comment réduire le taux d'analphabétisation? Écoutez, c'est pas aussi compliqué que ça. Qui vous dit qu'on a 22% d'analphabétisation? Les statistiques 2023 de l'INS, Institut national des statistiques. Oui, parce que celui qui parle foufoudet, qui ne parle pas français est analphabète, c'est ça? C'est ça? Vous voulez me dire que ceux-là qui ne parlent pas le français ou qui ne vont pas à l'école... Donc le fait de... Permettez-moi, vous voulez dire que ceux qui ne vont pas à l'école, là, de ce qu'on a appelé des Moukala, des Blancs, ils sont analphabètes. Mais là, il y a un problème. Il y a un problème quand on utilise ces taux pour, n'est-ce pas, juger une population. On tombe exactement dans le piège des Occidentaux, qui savent nous dire à quel moment on a faim, à quel moment on mange ou à quel moment on ne mange pas, qui nous disent à quel moment on est pauvre ou on n'est pas pauvre. Voilà. Vous m'apportez des données qui n'ont rien à voir avec nos réalités. Donc pour vous, le seul fait de trouver une langue nationale, de repartir sur nos cultures, résoudra le problème. On fera 100% d'alphabétisation. Monsieur Dupita,
Oui, monsieur le candidat. Monsieur Dipita, vous avez des personnes considérées comme des analphabètes aujourd'hui qui emploient des milliers de Camerounais. Comment vous expliquez ça? Ce sont des analphabètes parce qu'ils ne sont pas allés à l'école du blanc. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, déjà, vos données sont faussées parce que... Non, les données ne sont pas fausses. Si, les données, elles ont peut-être des références, mais elles ne sont pas fausses. Vos données sont faussées. Je ne parle pas de vous. Non, non, je dis... Les données de l'INS sont faussées parce qu'elles s'appuient... En fait, vous dites que la base des études ne permet pas... sur une base erronée. D'accord. C'est un peu comme si vous dites que tous ceux qui ne portent pas la veste ne sont pas bien habillés. Mais le référentiel de l'alphabétisation aujourd'hui, ce sont nos langues. Ce sont les langues nationales, je vous dis encore que le référentiel est faussé et nous ne devons pas tomber dans ce piège. Nous ne devons pas tomber dans ce piège. Nous devons commencer à voir les choses différemment. C'est pour cette raison que dans la refondation du système éducatif, ce sera tout autre. Ce sera tout autre. Ce ne sera plus ça. On ne pensera plus que parce que quelqu'un ne s'exprime pas en français ou en anglais, des langues d'aliénation, c'est qu'il est analphabète. Parce que quelqu'un ne va pas dans l'école du blanc. Que dites-vous de ceux qui vont dans les écoles coraniques? Vous les appelez comment? Que dites-vous de ceux qui vont dans nos écoles du village, qui apprennent dans nos langues maternelles? Vous les traitez de quoi? Analphabètes aussi? Donc c'est tous ces concepts importés que nous devons arrêter. Et puis il faut savoir que M. Dipita, ils ont bien fait de penser et structurer stratégiquement ce qu'ils ont appelé le développement de nos pays, basé sur leurs indices. Basé sur leurs indices qui ne répondent à rien à notre réalité. Et c'est ça qu'il faut changer. C'est ça que nous devons changer. Et c'est là que vous comprendrez que lorsque nous serons redéfinis en tant que peuple réel, ayant une identité propre, les indices, c'est nous qui les monterons, c'est nous qui les fixerons, c'est nous qui saurons combien dans l'alphabet nous avons, nous saurons combien de... C'est un peu ça. Et puis nous disons que l'éducation, M. Dipita, sera obligatoire pour tous les citoyens. Mais pour que ce soit cela, pour que ce soit fait, qu'est-ce que nous allons faire? Et ceci, dans les premiers mois, que lorsque nous allons arriver, nous avons dit, nous offrirons les actes de naissance à tous les Camerounais. Actes de naissance et carte d'identité. Nous traiterons ce cas... La question d'identité. Durant de 3 à 6 mois, nous traiterons ce dossier. Acte de naissance et carte nationale d'identité. Parce que nous avons l'obligation de connaître. C'est une question de sécurité nationale. L'ensemble des citoyens du pays. Et lorsqu'on le sait, parce qu'à côté de ça, pendant qu'on le fait, on fait ce qu'on appelle l'adressage national. C'est-à-dire, on sait que M. Tongo vit à tel endroit, vit dans telle rue, vit dans ceci. Donc, on sait exactement à partir de ces données réelles que voilà où on peut trouver M. Tongo, même s'il commet une infraction. Je ne sais pas où, à Ngaoundéré, on sait où est-ce que M. Tongo habite. Donc, et lorsqu'on a fait cela, M. Tongo, et qu'on dise que l'éducation est une obligation, comment vous ferez pour ne pas vous soumettre à cela? D'accord. Donc, vous comprenez que non seulement nous allons accompagner cela des moyens permettant aux uns et aux autres de pouvoir s'éduquer normalement, mais plus dans la doctrine ou plus par les méthodes ou encore par les mécanismes occidentaux. Ça, il faudrait qu'on soit clair. Ce sera fait sur la base, n'est-ce pas, de ce que nous, les Camerounais, nous penserons pour notre Cameroun, pour notre pays et par conséquent pour l'Afrique. On va sur notre chapitre. On parle sport. Vous évoquez, pour ce qui est du sport, vous prévoyez les lycées et universités sportifs, donc une création. Comment ces structures s'intègrent-elles dans le système éducatif que vous allez reformer? Et surtout, quel est l'impact économique que vous attendez à travers ce changement? Mais il faut dire que c'est pas ce système, c'est pas ces structures qui s'intègrent dans le système académique. On a prévu la création de ces lycées, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle la détection des talents. Vous pouvez avoir un enfant très tôt qui a un talent sportif et bien d'autres. C'est-à-dire ces enfants sont directement orientés là et ils suivent le cursus normal y étant.
Dès la maternelle. Ils suivent le cursus scolaire y étant. Ça veut dire qu'en réalité, il y a une priorité, une exception sur les sports qu'ils pratiquent, mais ils sont éduqués. Une forme de sport-études. Ils sont éduqués à l'intérieur. Parce qu'en réalité, comme je le dis toujours, nous ne pensons pas et nous ne croyons pas que nous nous mettrons en marge du monde. Je dis, ça existe déjà, normalement, c'est peut-être pas très répandu. C'est pas trop ça. Vous avez des académies sportives qui encadrent... C'est pas trop ça. Quand on apporte ce type de solution, c'est parce que nous avons eu le temps, non seulement de parcourir le triangle national, mais de voir l'existant. C'est-à-dire, on va beaucoup plus loin. En disant aux gens, c'est pas parce que votre talent ne sera pas étouffé. Mais à côté de votre talent, il y a un accompagnement académique qui, on ne fera plus, ce ne sera plus ce qu'on voit, c'est-à-dire que comme on a l'habitude, ce n'est que maintenant que ça a changé parce que les sportifs ont un peu d'argent, beaucoup plus d'argent maintenant qu'on les respecte. Mais vous savez, à notre époque, quand nous jouons au ballon, j'ai encore souvenance parce que moi je suis un ancien footballeur. Pour les parents, vous avez joué avec quelle équipe? Je jouais déjà si je joue déjà les interquartiers, c'est comme des anciens footballeurs, je vous le conseille. Voilà, donc, voilà. Donc, et puis, je vous rappelle, j'étais un très bon gardien des buts. Ah, d'accord. En passant. C'est-à-dire, quand je suis invité à jouer en deuxième division, mes parents sont très en colère. Parce que dans mon établissement, le lycée de Banga où je jouais, j'étais... voilà. Et mes parents disent, non, mais ça va influencer tes études. Il faut arrêter ça. Donc, avec mes parents, c'était de la guerre. Bon, si c'était aujourd'hui, les gars allaient dire, voilà, vas-y quand même, parce qu'on voit ce que ça donne. Sauf qu'à notre époque, ce n'était pas trop ça. Les parents ne voyaient pas ça d'un bon oeil. Bien sûr. Mais il y a plusieurs talents qui sont morts. Mais ici, quelles sont les cibles et surtout, quels sont les objectifs visés? Je veux dire que vous voulez transformer le pays en un grand amphi de sportifs éduqués? Non, du tout. Le pays, chaque enfant, selon son talent, doit être encadré. On ne néglige aucun enfant. Le menuisier sera encadré. Le maçon sera encadré. Le handballeur sera encadré. Le voleur sera encadré. Il faut laisser exploser les talents et les exploiter pour le profit non seulement de l'enfant, mais de la nation. Donc, il ne faut pas étouffer les talents. C'est uniquement ce que nous faisons. Nous disons, c'est pour cette raison qu'il faut savoir exactement où vous allez pour pouvoir définir les secteurs qui nous mèneront, n'est-ce pas, vers le challenge qui est le nôtre. Parce qu'on veut faire du Cameroun, M. Tongo, un exemple mondial. Le Cameroun est l'un des pays les plus riches au monde. J'ai la chance d'avoir parcouru plusieurs, mais je vous le dis, le Cameroun est l'un des pays les plus riches au monde. Donc rien n'explique la situation actuelle du Cameroun. En réalité, il n'y a aucune excuse si ce n'est la paresse, la méchanceté de ceux qui gouvernent ce pays, en complicité avec ceux qui ont colonisé ce pays, qui tiennent ce pays comme étant un marché. Savez-vous que le Cameroun, vu de l'extérieur ou vu d'un autre regard, est tout simplement un marché et les Camerounais sont des clients? Mais c'est un pays qui importe tout, M. Dipita. Tout. Et c'est un pays dans lequel on vend tout. C'est ça la réalité. Et les Camerounais achètent tout. Alors, dans la même mouvance... Quand on a ce type de pays qui n'est que considéré comme un marché, qu'est-ce qu'on fait? On met sur pied des mécanismes qui vont vous empêcher de ne plus avoir besoin des produits qui viennent d'ailleurs. Et ces mécanismes sont bien pensés. Ils commencent par le secteur de l'électricité. On vous dit, vous n'aurez pas d'électricité pour fonctionner. Puisque si vous avez de l'électricité, vous risquerez non seulement de produire beaucoup, mais de transformer ce que vous produisez et d'alimenter votre marché. Alors, on sabote d'une façon ou d'une autre la plupart des projets. Mais attention, on ne les sabote pas à distance, on utilise les vôtres pour les saboter. Mieux, on va dans le secteur de l'éducation. On vous dit, voilà le type de Camerounais que vous devez construire, sachant que ces Camerounais ne dépassent pas ce qu'ils étaient avant. C'est-à-dire que l'esclavage pur et simple, des employés continus, pas des entrepreneurs, pas des personnes qui peuvent résoudre les problèmes autour d'eux, mais des gens qui doivent attendre qu'on leur apporte des solutions. On va plus loin. On vous tient avec une monnaie, c'est-à-dire le CFA,
qui est encore... On parle d'économie tout à l'heure. Oui, oui, on vous tient avec tous ces éléments. Donc, quand on parlera certainement d'économie, on va revenir là-dessus. Alors, ça Donc, me permet de rebondir immédiatement pour liquider cet autre espace. Surtout, toujours dans le... On sort peut-être par là. Toujours dans l'aspect sportif, vous entrevoyez la création de 500 000 emplois directs et indirects dans le domaine du sport. Sur quelle expérience vous basez-vous pour faire cette estimation-là, qui c'est peut-être pour nourrir ce rêve? Vous savez, j'ai vu pendant la CAN qui s'est déroulée au Cameroun, et j'étais d'ailleurs émerveillé, plusieurs Camerounais fabriquaient des ballons. Je suis allé moi-même voir, j'ai dit, mais tiens, des Camerounais qui prennent l'initiative et proposaient ces ballons-là. J'ai vu d'autres fabriquer des godasses. Savez-vous que ce sont des métiers qui, bien encadrés, peuvent générer plusieurs autres métiers dans le domaine des sports? Si aujourd'hui nous faisons montre, ou alors nous exploitons ce que nous avons, ce que nous n'avons pas besoin d'importer, le coton, si nous produisons plus de coton, M. Tongo, et que nous décidions, n'est-ce pas, de mettre ce coton au service du Camerounais dans une vaste industrie de textile, savez-vous combien de Camerounais pourront ouvrir des industries de fabrication de maillots? Vous avez fait l'estimation, combien? Des maillots, on vous a dit là, 500 000 que nous pourrons créer dans les métiers du sport. Et dans les métiers du sport, ce n'est pas que la fabrication des gadgets de sport. Il y a plusieurs domaines dans les métiers du sport. Ce n'est pas que des... Donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, quand nous pensons, quand nous disons, quand nous couchons sur du papier quelque chose, c'est parce que nous avons fait le tour du secteur. Et on a compris, M. Dipita, que ce n'est pas aussi compliqué que ça. Il faut juste une volonté et qu'on laisse exploser le génie de ces jeunes qui sont dehors. Qu'on permette à ces jeunes d'avoir les moyens. Qu'on accompagne ces jeunes et vous verrez la magie. On n'aura pas besoin que ce soit un décret présidentiel qui crée des emplois. D'ailleurs, que c'est une des choses que nous allons enlever dans que nous mentionnerons dans la Constitution, parce que là encore, elle date de l'époque coloniale et c'était pour des besoins précis. Parce qu'il faut en réalité amener des jeunes ou alors des Camerounais à entreprendre, mais surtout accompagner ces derniers. Donc, je vous ai pris, là c'est un domaine du sport. Et puis, je vais un peu appuyer sur le textile. Le Cameroun exporte aujourd'hui une très grosse quantité de son coton produit. Une partie infime est laissée sur le marché camerounais. Nous pensons d'ailleurs à ce titre créer la ville du textile dans l'extrême nord du Cameroun. Et pourquoi? Parce que quand nous avons évalué, prenez un exemple, M. Dipita Tongo, si aujourd'hui nous décidons d'utiliser à partir des produits de notre coton, des tenues scolaires pour nos enfants dans les lycées, dans le primaire et autres, c'est des millions de tenues qui émaneront du coton camerounais, qui seront produits soit par les artisans camerounais, soit par des industries d'habillement camerounais. Vous imaginez le nombre d'emplois. Nous avons fait une petite évaluation. Nous sommes à plus de 25 000, voire 50 000 emplois qu'on crée dans les domaines du textile. Si aujourd'hui les Camerounais commencent, parce que bien quand on veut vous dire que non, les produits camerounais ou alors le coton camerounais ou encore les pains camerounais sont chers, mais si la demande est faible, qu'attendez-vous de l'offre? Il faut qu'on recivilise, si vous voulez, ou alors qu'on réadopte, ou alors qu'on brusque les Camerounais, on les amène à consommer les produits camerounais, pour qu'en réalité, ces produits deviennent accessibles, moins chers. Mais l'un des schémas proposés par le gouvernement actuel, c'est l'import substitution. Oh là, encore, c'est des mots. Attention à M. Dipita, ces gars, ils sont, si c'est pour des mots, ils sont exceptionnels et vous ne voyez pas la suite. Import, substitution, axe lourd, c'est-à-dire des trucs, port en eau profonde. Soit c'est le port, soit c'est pas le port, soit un port en eau profonde. Bon, bref. Mais l'import, substitution, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui est fait?
dans import-substitution. On continue d'importer en grande quantité. Comment est-ce qu'on inverse la tendance? Mais on n'a pas besoin il faut produire, M. Dipita. Il faut mettre. Ça, j'espère nous reste une vingtaine de minutes. Nous avons des terres arabes au Cameroun. Il faut investir. Et ça, c'est ce que je le dis. Et écoutez-moi très bien, M. Dipita. Nous avons des produits aujourd'hui qui, en 3 mois, 6 mois, peuvent être mis sur le marché. Les produits de notre alimentation quotidienne. Et ce n'est pas aussi compliqué que ça. Le riz que nous importons, des tonnes, pour des milliards et des milliards. Les oignons, bien que nous en cultivons ici, mais nous importons encore beaucoup. Le mil, tout ce que vous voyez. Le maïs, M. Dipita, en 3 mois. Les ignames, en 6 mois, on les a. Mais qu'est-ce qui est aussi compliqué que ça? D'accord. Avec les terres que nous avons juste besoin d'un investissement dans ces domaines et nous devons les tenir comme des domaines prioritaires. Parlons souveraineté politique, économique et sociale. Vous verrez que nous n'aurons pas besoin une vingtaine de minutes d'importer, mais nous aurons les produits sur place. Dans votre projet programme société pour le Cameroun, vous proposez un référendum pour une nouvelle constitution en 2026. Vous, quelle est la garantie que vous offrirez en regardant certainement la caméra ce soir pour un processus réellement inclusif et transparent pour que cette constitution reflète les ambitions de ceux qui vous auront élus? Mais la seule garantie, c'est le référendum. D'accord. Pourquoi je n'amènerai pas ce projet directement au Parlement et demander aux députés, puisqu'en tant que président, vous savez, malheureusement... Un vote indirect. Malheureusement, en Afrique, le président qui gagne l'élection, s'il va directement aux élections municipales et législatives, il obtient la majorité. Et pourquoi je n'irai pas au Parlement demander aux Camerounais... Pourquoi vous ne le ferez pas direct? Le vote indirect, voter cette nouvelle constitution, je ne le ferai pas. Je demanderai, n'est-ce pas, l'avis de tous les Camerounais. Et puis, cette constitution ne sera pas écrite par Serge Espoir Matomba. On prendra des personnes dans tout le pays pour écrire cette constitution, qui, elle, sera le reflet de notre société et la vision que nous avons pour notre société. Lorsqu'on l'aura fini, on la soumettra à l'appréciation des Camerounais, article après article. Et les Camerounais pourront donc apprécier cette constitution. À partir de là, nous démarrons avec ce que nous pouvons appeler les refontes et les réformes institutionnelles, structurelles et tout ce que vous voulez. Donc, politique. Donc, parce qu'il faut qu'on arrête, M. Dipita, nous venons avec un programme de rupture. Nous ne venons pas avec un programme de continuation. C'est pour cette raison que vous comprenez l'insistance sur la réécriture de notre constitution. Parce que le mécanisme de blocus du Cameroun se trouve dans notre constitution actuelle. Il faut sortir de là. Donc, la garantie que je donne aux Camerounais, c'est qu'eux, ils auront leur mot à dire dans cette constitution. D'accord. L'un des éléments fondateurs de votre idéologie, de votre philosophie politique, c'est la question de la monnaie. Vous en faites un point pilier et vous envisagez de sortir du franc CFA pour créer une monnaie nationale. D'abord, pour ce processus-là, quel mécanisme adopterez-vous pour sécuriser cette transition? Peut-être avant de développer, il faudrait que je vous rappelle que le Cameroun a eu une monnaie avant le CFA, qui s'appelait le CRU. Ça, plusieurs Camerounais ne le savent pas. Et cette monnaie marchait très bien. Les Camerounais faisaient les transactions très bien avec cette monnaie, jusqu'au jour où le colon est arrivé. Et il nous a imposé une monnaie qui ne sert qu'à ses intérêts. Alors, M. Tongo, je vous ai dit tout à l'heure, le Cameroun est l'un des pays les plus riches sur cette planète. Parce qu'en réalité, quand vous regardez la ressource humaine camerounaise, vous dites, waouh, nous avons quand même de la matière. Quand vous regardez la ressource minière du Cameroun, vous dites, encore là, c'est exceptionnel. Quand vous regardez le climat qu'il fait au Cameroun, vous dites, non, ce pays n'est qu'une bénédiction. Vous avez de l'or, vous avez de la bauxite, vous avez le phosphate, vous avez l'uranium, nous avons. Je pourrais en citer autant, du clinker et tout.
Monsieur Dipita, quand je parle du plan Marshall que nous mettrons sur pied pour les 1 an, pendant que nous arrivons au pouvoir. La première année d'exercice du pouvoir. Pour les 1 an, sécuriser, arriver à la sécurité alimentaire, je n'ai pas dit autosuffisance, c'est-à-dire c'est au-dessus de l'autosuffisance, c'est pour vous dire pourquoi nous allons vers là. Parce qu'en réalité, les réformes que nous allons faire dans le pays, nous ne voulons pas que les Camerounais, on ait une crise sociale parce que les Camerounais ont faim. Donc, ce plan Marshall consistera non seulement à mettre sur pied, à arranger les voies de communication, c'est-à-dire la voirie, les routes, mais il consistera aussi à créer dans les grands greniers camerounais des véritables réserves pour que notre marché soit véritablement approvisionné au tel point que les produits deviennent accessibles à tous les Camerounais et à moindre coût. D'accord. Mieux, nous avons dit que nous mettrons sur pied une raffinerie d'or à l'est du Cameroun. Pourquoi l'est? Parce qu'en réalité, vous savez, conformément aux richesses qui appartiennent à des zones, nous adapterons certaines industries à ces zones-là. Mais à l'est, parce que nous avons choisi que ce soit l'est, et puis, vous savez, aujourd'hui, il y a des exploitations artisanales d'or de ce côté, et même dans le centre, mais nous mettrons une raffinerie de ce côté-là. Alors, parce que nous devons... Ce ne sera pas plus lourd. On prendra le pétrole à Limbé. Je crois que les ressources pétrolières sont davantage au bord des côtes. J'ai parlé de raffinerie d'or. Ah d'accord, pardon. J'arrive sur le pétrole. D'accord. Alors, parce que nous devons créer des grandes réserves d'or. Malheureusement ou heureusement, aujourd'hui, la monnaie s'appuie sur de l'or. Mais nous devons créer des réserves d'or. Nous avons des pays environnements qui exploitent aussi de l'or, qui peuvent venir raffiner leur or chez nous, en dehors de ce que nous avons. Que nous allons raffiner, nous créerons des réserves. Pour préciser la question, mais maintenant, le problème fondamental n'est peut-être pas de créer la monnaie, c'est de sortir de notre schéma actuel. Je suis en train d'arriver. Pays francophone. Je suis en train d'arriver, D'accord. Je vous laisse poursuivre. Si vous ne me laissez pas développer... Je vous laisse développer, je le fais depuis le début de l'émission d'ailleurs. C'est votre émission. Alors là, lorsqu'on a des réserves, on a de la valeur sur le marché. C'est-à-dire que notre marché est alimenté par nous. Les restes, nous avons ailleurs. C'est-à-dire, on inverse la tendance. L'import qui est fait aujourd'hui sera l'export de demain. C'est-à-dire qu'on pourra, à partir de nos produits, alimenter convenablement notre marché de telle sorte que c'est ce qui restera qu'on vendra ailleurs. Mais, monsieur Dipita, est-ce qu'on a fait ça? Sorti du CFA, sur les mois qui suivent, n'est qu'un jeu d'enfant. Parce que nous avons une monnaie qui non seulement est supportée par l'économie que nous avons, mais nous avons une monnaie, en ce moment-là, solide, qui peut, n'est-ce pas, mener des transactions un peu partout. Mais il faut noter que le schéma que nous optons, c'est pour éviter d'aller dans les marchés financiers. Nous avons des dettes que nous avons contractées, que le Cameroun a aujourd'hui. Nous allons au fur et à mesure éponger ces dettes pour éviter... Avec votre nouvelle monnaie? Monsieur Dipita. Vous n'avez pas la crainte que la reconnaissance internationale autour de cette monnaie ne se fasse pas? Pourquoi je pose la question. Nous sommes un pays indépendant. D'accord. Si d'autres ont leur monnaie, pourquoi est-ce que la nôtre posera un problème de reconnaissance? Puis il faut arriver à un niveau... Peut-être une expérience récente. L'AES, en ce moment, cherche encore les voies et moyens pour se faire leur monnaie. Non, ils ne cherchent pas les voies et moyens. Attention. Ils sont en train de créer la valeur. Avant de sortir du CFA. La sortie du CFA n'est qu'une question de jours. Vous donnez combien de temps pour le Cameroun? Je ne voudrais pas... vous posez une question et vous sortez la question. Ils sont en train de créer présentement de la valeur dans l'AES. Donc la sortie du CFA n'est qu'une question de jours ou de mois. Donc pour le Cameroun, ce n'est pas le plus difficile que ça. Je vous ai dit tout à l'heure, la sortie du CFA ne fera pas un débat pour nous. Nous créerons de la valeur aussitôt. Et aussitôt nous partirons du CFA. Parce qu'en réalité, le CFA nous dessert, M. Tongo. Il faut peut-être que je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre jusqu'à quel niveau le CFA est un problème pour nous. Vous savez que toutes les transactions que nous faisons, pour certains de nos pour certains hommes d'affaires, nous sommes obligés de payer généralement en devises. Et nous sommes obligés de passer par le Trésor français. Imaginez une transaction
qui, ma foi, vous payez une marchandise, voilà, en Chine, en Russie, je ne sais pas où, peu importe le pays. Et quand on vous dit qu'il y a une crise des devises, comment vous faites? Le fournisseur va tarder à vous livrer, ou alors vous a déjà livré et attend le paiement. Le paiement n'arrive pas. Parce qu'en réalité, vous ne contrôlez pas votre monnaie. Au-delà du fait que 50%, n'est-ce pas, reste dans les réserves et autres du trésor, mais il y a un gros problème, monsieur Tongo. Donc, si je veux entrer dans les détails de l'asservissement par cette monnaie, vous comprendrez que c'est un véritable problème, cette histoire de monnaie, et nous devons sortir de là sans beaucoup trop de réflexion et pour le bien du Cameroun. Il nous reste un peu plus d'un quart d'heure et quelques questions cruciales encore. Vous avez évoqué la création d'un fonds de 300 milliards de francs CFA pour 1 million de PME. Ce serait peut-être bien de nous dire comment vous mobiliserez ce fonds-là. Il serait également intéressant de parler qui c'est peut-être la caisse maladie universelle à 1000 francs. Je les ramasse rapidement. Votre plan d'investissement de 1000 milliards dans l'agriculture, ce serait également bien de les avoir. Commençons peut-être par le fonds, la mobilisation de 300 milliards de francs pour 1 million de PME-PMI. Ça se mobilise comment? Qu'est-ce qui est difficile? C'est une volonté. Écoutez, M. Tongo, vous faites comme si vous levez le matin et puis la baguette magique fait le reste. Vous faites comme si vous êtes dans un pays pauvre. Le Cameroun était pauvre, très endetté. C'est ce qu'on vous a dit. D'accord. C'est le jargon qu'on a voulu que vous adoptiez. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Comme ça, on vous soumet à un endettement permanent. Parce qu'il faut sortir de là. Alors, sur la mobilisation de 300 millions. C'est pas compliqué, M. Tongo. Nous avons combien de Camerounais aujourd'hui? Votre budget est à combien? Qu'est-ce que c'est que 300 milliards selon vous? C'est rien du tout. Les voleurs là, ceux qui volent en milliards là, mais ce sont ces chiffres-là qui volent. Vous savez qu'au Cameroun, on ne vole pas des centaines de millions. Quand vous arrêtez, vous cherchez 300 personnes qui ont détourné les fonds de l'État, les fonds publics, Monsieur Tongo, et chacun remet 1 milliard, c'est ça? Tongo, il est évident que nous allons faire de la lutte contre la corruption un levier de notre gouvernance. Mais mieux, lever 300 milliards, ce n'est pas un problème quand il y a la volonté. Il suffit de faire un appel de fonds national qui n'est pas trop compliqué, mais il y a que le pays a un fonctionnement structurel. C'est-à-dire, vous pouvez dégager de votre budget, vous mettez une ligne budgétaire qui est simple. J'ai compris. De 300 milliards pour accompagner, n'est-ce pas, les PME et les PMI. Donc, ce n'est pas le plus difficile, monsieur. C'est la caisse maladie universelle. C'est simple. À 1000 francs CFA. Oui, c'est simple, monsieur Dipita. Comment vous financez ce mécanisme également, ce système? Mais vous donnez déjà le mot de financement. Comment vous financez encore? Le financement est simple. Nous avons 40 millions de Camerounais. D'accord. C'est-à-dire, après les actes de naissance, les cartes nationales d'identité, l'adressage, et on demande à chaque Camerounais des 40 millions de cotiser 1000 francs par mois. De nouveaux impôts. On demande à chaque Camerounais de cotiser 1000 francs par mois pour sa santé. Vous allez, après les 1000 francs par mois, M. Tongo, faites le calcul simple. 40 milliards de Camerounais cotisent 1000 francs. Ça veut dire que si moi j'ai 3 enfants qui ne sont pas encore... Ça fait 3 000. En plus, ça veut dire que ça fait 3 000. Ce serait de ma bourse. Non, ça fait 3 000, bien évidemment. En plus de ma bourse. C'est pour votre santé, M. Tongo. Quand vous allez à l'hôpital aujourd'hui, vous payez combien? Donc en réalité, ce sera pas 1000 francs pour chaque Camerounais. C'est pour chaque Camerounais. Si je paye pour mes enfants, je ne paye pas. Mais vos enfants sont des Camerounais. Oui, c'est ce que je dis. Est-ce qu'ils sont des Mais c'est moi qui dépense. Bien sûr. D'accord. Bien sûr, M. Tongo. Si vous avez 5 enfants, vous payez 5 000. Des impôts en plus. Ce n'est pas des impôts. Quand vous allez à l'hôpital, vous dépensez... Des prélèvements en plus. Monsieur Tongo, ce n'est pas des prélèvements. Vous le ferez de façon volontaire. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous irez à l'hôpital, vous allez vous soigner gratuitement. Vous préférez quoi? Aller payer 20 000, 30 000, 100 000, 200 000 au lieu de payer 1000 francs par mois? Je préférerais ne rien payer, me faire soigner. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut toujours payer. Donc ce ne sera pas des traitements... C'est des traitements gratuits, mais à 1000 francs. À 1000 francs, ah d'accord. C'est gratuit, mais à 1000 francs, M. Tongo. Pourquoi vous voulez compliquer ce qui est simple? Ah, je veux comprendre. Non, je vous explique donc. D'accord. Aujourd'hui, parfois vous arrivez dans les hôpitaux, vous êtes conditionné à un paiement avant même d'accéder à l'hôpital. On vous parle de carnet, on vous parle de ceci. La caisse maladie que nous mettrons sur pied, nous disons, c'est une cotisation de 1000 francs par Camerounais
qui nous permettra de développer le plateau technique aussi dans nos hôpitaux, mais permettra surtout aux Camerounais de se soigner gratuitement. C'est-à-dire quand vous arrivez à l'hôpital, l'hôpital a l'obligation de prendre soin de vous parce qu'en réalité, en amont, l'hôpital ne souffre de rien dans le paiement de ses factures. Donc vous comprenez qu'au lieu de dépenser 200, 300 000, des millions pour vous soigner, ça ne vous coûtera rien de dépenser 5 000. Encore que ces 5 000, vous les aurez facilement. Sur votre plan, dans votre plan, vous parlez d'un investissement de 1 000 milliards de francs CFA dans l'agriculture qui vise l'autosuffisance alimentaire. Vous avez parlé de... Vous n'avez pas parlé d'autosuffisance tout à l'heure. Vous avez utilisé un autre terme. La sécurité alimentaire. Voilà, qui vise la sécurité. Oui, mais qui passe par l'autosuffisance alimentaire. Qui vise la sécurité alimentaire. Alors, dans ce mécanisme-là, comment vous permettez de garantir l'efficacité de cette mobilisation financière et surtout de son investissement? J'ai un problème avec vos questions, M. Dipita. Vous avez des préoccupations autour de l'argent. Ce n'est pas trop... Écoutez. On a commencé non, je comprends votre schéma. On a commencé à aborder, on allait structurellement, si je peux me rappeler. On a abordé, là on est en train d'aborder les Monsieur questions. Tongo, oui. Nous entrons dans un nouveau système qui n'est plus celui actuel, qui nous pose des problèmes même dans la mobilisation des fonds. Si nous voulons 1 000 milliards au Cameroun, aujourd'hui, ce n'est pas la chose la plus compliquée. Mais le Camerounais, justement, veut savoir ce que votre programme politique va lui coûter de sa bourse. Est-ce qu'il paiera plus après qu'il le fait maintenant? D'où l'intérêt des questions. Je suis donc en train de répondre. Il faut nous l'expliquer. Ne dites donc pas que je pose des questions oui, je veux vous expliquer. Non, en fait, je veux dire que je vous sors d'un système pour un autre. D'accord. Mais qu'est-ce que ça nous coûte en réalité? C'est ce que je veux dire. Ok. Ça ne vous coûte pratiquement rien. D'accord. Ça ne vous coûte rien. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on mobilise 1 000 milliards? On va expliquer aux Camerounais qui nous regardent que les 1 000 milliards qui seront mobilisés en interne, c'est pour leur permettre d'avoir le sac de riz, non pas à 15 000 ou 16 000, mais le sac de riz à 3 000 ou 4 000 francs. Mais la question ici, c'est comment garantir cette efficacité? Laissez-moi venir. D'accord. Le problème de l'efficacité dans un nouveau système ne se pose pas. Parce que quand il y a une volonté, quand il y a une volonté politique, l'action suit. Et il faut partir du principe que nous ne serons plus dans le système de l'emploi. C'est-à-dire le système de fonction dans lequel on construit des carrières. Nous serons dans un système de production, monsieur Tongo. C'est-à-dire que dans un système de production, c'est ce que vous apportez qui vous fait grandir. Ce n'est pas le fait de vous asseoir pendant 3 ans, 4 ans qui vous donne une médaille ou encore qui vous fait augmenter, n'est-ce pas, de grade dans vos services. Donc, dans le service de production, il est complètement autre. Donc, en réalité, la garantie ici de ce que nous ferons, c'est que les Camerounais auront pour chaque jour un défi à relever envers eux-mêmes. Parce qu'en réalité, il faut arriver au niveau où le Cameroun, comme je le disais tout à l'heure, au lieu d'acheter le sac de riz à 16 000, 17 000 parfois qui monte, qu'on l'amène à 2 000 ou à 3 000 francs. Au lieu d'acheter le sac de ciment à 6 000, 6 500, qu'on ramène le sac de ciment à 1 000 francs ou 2 000 francs. C'est vers là que c'est pour ça que nous devons mobiliser. Et quand on va donc expliquer au Cameroun, voici ce que nous voulons faire avec 1 000 milliards. Nous allons investir tel nombre de milliards dans tel produit. Parce qu'aujourd'hui, en matière d'importation, quand on observe notre marché, le riz est l'un des aliments les plus consommés. Le poisson est l'un des aliments les plus consommés. Et on importe pour tel montant ceci, et pourtant nous pouvons en produire sur place. Donc on va injecter ceci qui fera en sorte qu'au bout de 6 mois, au bout d'1 an, on n'importera plus cette quantité, mais le sac reviendra à ceci parce qu'on produira sur place. Vous pensez que qui n'est pas prêt à ce type d'investissement?
Le problème, c'est qu'il faut expliquer à quoi va servir de l'argent. Quand on lève les emprunts obligataires, je ne dis pas que c'est ce que nous ferons, sans dire aux Camerounais à quoi servira l'argent et que les Camerounais cotisent pour la plupart. Mais après, le problème, c'est quand on peine à rembourser, n'est-ce pas, ces emprunts. Mais vous imaginez un investissement que nous faisons pour non seulement diminuer le coût de la vie, parce qu'on veut arriver à quelque chose, M. Dipita. Nous voulons arriver au niveau où même la construction d'une maison, chacun pourra même sur la base de 3 millions construire une maison. D'accord. Parce qu'en réalité, le coût de la vie que nous allons réduire nous oblige à arriver, peut-être, je ne dirais pas à des extrêmes. Si je prends le cas du clinker que nous avons dans le Nord aujourd'hui, qui encore a été donné à une entreprise française pour sa gestion et toute son exploitation. Comment vous expliquez aux Camerounais qu'ils ont le sac de ciment à 6 500 et pourtant ils produisent du clinker et ils ont tous les matériaux pour avoir du ciment et qui pourraient faire en sorte que le sac de ciment puisse coûter 2000 francs. Donc c'est pour vous dire, M. Dipita Togo, que les investissements que nous ferons, d'abord dans l'agriculture, c'est-à-dire ces montants que vous avez avancés 1000 milliards sur les 2 ans, c'est d'abord pour réduire, n'est-ce pas, le coût des produits de première nécessité que nous avons sur le marché, qui sont nos habitudes de consommation journaliers. D'accord. Et c'est 2 questions pour terminer. C'est important dans la mesure où, lorsque nous le faisons, le Camerounais ne se posera plus de questions sur le salaire qui sera le sien ou qui est le sien, bien que nous allons relever cela. Mais il ne se posera plus la question s'il faut qu'il se batte 25 heures sur 24 pour joindre les 2 bouts. 2 questions. D'abord, concernant la diaspora, quelle stratégie mettez-vous en place pour les impliquer au développement économique, social du pays? Quel message vous leur dites pour les sensibiliser sur les enjeux de leur contribution à la politique que vous leur proposez? D'abord, dans un premier temps, on rendra la nationalité camerounaise inaliénable. C'est-à-dire que lorsque vous avez la nationalité camerounaise, vous ne la perdez pas. Vous ne la perdrez pas. Pour nos Camerounais, nos compatriotes qui sont dans la diaspora, c'est une des batailles que nous allons mener, du moins, c'est quelque chose que nous ferons. Ce ne sera plus une bataille, puisque c'est une volonté politique. Nous allons implémenter cela, mais mieux. En d'autres termes, vous laisserez, je poursuis la question, en d'autres termes, vous laisserez Camerounais, il y a une autre origine, qui c'est peut-être d'être président de la République aussi. Non. Ok, vous encadrez ça comment? Pour le seul poste de président de la République ne peut être occupé par un Camerounais qui a eu ou qui a une double nationalité. Là, nous serons stricts uniquement sur ce poste. Mais les autres, les postes électifs, ils peuvent bien. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas penser qu'ils peuvent apporter leur contribution? Mais le poste de président de la République, c'est délicat pour une nation. On ne saurait ouvrir. En d'autres termes, on peut avoir des ministres ayant d'autres nationalités également. On ne saurait ouvrir à une binationalité, mais je vais poursuivre, M. Tongo. Il faut comprendre que les Camerounais qui sont dans la diaspora, pour la plupart, apportent déjà beaucoup à la nation et peuvent apporter beaucoup si ces derniers sont encadrés et sont accompagnés. Mais si on les considère tout simplement comme des opposants comme maintenant, mais il est normal qu'on ne va pas les impliquer. Comment vous les impliquez donc? Donc, les impliquer, c'est simple. Nous créerons d'abord au niveau du ministère des Affaires étrangères un secrétariat d'État dédié à la diaspora et nous mettrons à côté de cela un mécanisme qui permettra à ces derniers d'investir au Cameroun et de mener des activités hors du Cameroun en ayant des couvertures. Il faut peut-être que je rappelle que nos missions diplomatiques, pour la plupart, seront considérées et utilisées comme des missions économiques, mais qui auront une mission précise sur la protection de nos concitoyens à l'étranger. D'accord. Donc, c'est important de le dire. Donc, notre diaspora aujourd'hui qui investit et qui s'investit beaucoup pour le Cameroun aura juste... Nous créerons des facilités pour qu'elle soit beaucoup plus présente et qu'elle puisse participer, n'est-ce pas, à la construction de la nation. La dernière question, Serge Espoir. D'abord, votre projet, votre programme que vous proposez aux Camerounais, quelle estimation vous en faites? Quelle est l'évaluation
en termes de coûts et surtout votre politique d'État-providence, éducation, santé, logement et tout le reste implique ce coût considérable. Comment est-ce que vous harmonisez tout cela, tout ce coût-là avec les contraintes budgétaires et la dette publique du Cameroun? D'abord, ça nous coûte combien? Maintenant, suivant nos contraintes et la dette publique. Vous savez, je crois que nous avons fait 1 heure ou moins sans nous comprendre. Je vais peut-être repréciser ma pensée pour que nous puissions nous comprendre. La mission n'est pas de nous convaincre. Oui, non, c'est pas vous. Mais bien évidemment que les téléspectateurs nous écoutent. Monsieur Dipita Tongo, j'ai passé le temps à vous dire que nous entrons avec un système de rupture. Vous me convoquez les chiffres. Des chiffres et des chiffres qui sont des chiffres déjà erronés. Okay. Je vous ai pris les exemples de l'INS que vous avez avancé ici sur le taux d'analphabétisation du Cameroun. Je vous ai dit que ces chiffres ne sont pas bien, ne sont pas donnés. Vous me dites, ok, d'accord, monsieur Matomba, évaluez-nous, n'est-ce pas, chiffrez-nous ce que vous allez faire. C'est bien, parce qu'en réalité, c'est ce qu'on vous a appris dans votre métier. C'est ce qu'on vous a donné, mais on ne vous a pas appris à aller au-delà. Monsieur Tongo, comment vous faites pour avancer des chiffres lorsque vous n'avez pas des données exactes de la population que vous avez? Vous savez que tout ce que vous faites est erroné. À partir de ce moment-là, partons du principe que vous mettez sur pied un budget, bien qu'il soit prévisionnel. Encore que ce qui est là, qui répond à une structure de dépendance, d'avant les dépendances, le budget, c'est comme ça qu'il a été structuré depuis l'ordonnance de 62. Investissement, fonctionnement, mais quand vous regardez, vous vous dites, mais on a un sérieux problème là. Mais, monsieur Tongo, ce budget spéculatif là, nous ne voulons pas l'avoir. C'est-à-dire, un budget qui vous dit, on introduit l'aide dans le budget. Ok, si l'aide n'arrive pas, on fait comment? Bon, bref. Et pour finir, on ne remplit pas. Permettez-moi de poursuivre. D'accord. On introduit la dette. On introduit les dons. Voilà, dans ce budget. Mais nous ne voulons pas cela, M. Dipita. Nous disons, parce que c'est trop facile de venir avancer des chiffres. Je pourrais vous donner des chiffres qui, ma foi, sont réalisables et qui ne sont pas réalisables. Sauf que notre projet, nous avons travaillé de telle sorte que rien ne manque. Mais, M. Tongo, nous disons, le premier élément que nous mettrons sur pied, le premier élément de la base de tout calcul, pour qu'il ne soit pas spéculatif, c'est que nous devons connaître le nombre de Camerounais qui existent. Parce qu'on ne peut pas faire une prévision dans une maison de 5 personnes, pour une maison de 5 personnes, dans une maison qui a 20 personnes. Pour ne pas tirer de l'enlarge, parce qu'on a plus de temps. C'est pour dire que la régie nous on vous donne des chiffres par secteur. Et comment on lève les fonds par secteur pour l'investissement. C'est ce que j'ai fait ici, un petit exercice, mais je pourrais aller plus loin. Par secteur et pour l'investissement, comment on les lève. Mais on vous dira beaucoup plus que voici combien on investit dans la totalité, dans la globalité, et justement, à partir des données réelles, sans faire de la pendant spéculation. 90 minutes, la question étant de savoir si ces chiffres sont mauvais, vos évaluations, quelles sont vos références de base, les chiffres, comment vous les obtenez, les charges, comment vous les supportez, les Camerounais, qu'est-ce que ça leur coûte? En résumé, voilà ce que... Les Camerounais contribueront à la hauteur de leurs moyens. Les chiffres ne sont pas plus compliqués. Notre mission est d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. C'est une chose basique et simple. Et ce n'est pas aussi compliqué que ça parce que nous voulons tendre vers la suppression de plusieurs impôts et autres en dehors des exonérations. C'est-à-dire pour rendre, n'est-ce pas, flexible ou alors alléger la dépense du Camerounais en nous basant donc sur ce que nous avons, c'est-à-dire la production et la transformation de nos matières pour mieux alimenter notre économie et permettre aux Camerounais de vivre décemment. C'est-à-dire qu'à partir de ce que nous avons, comme nous le disons, nous allons créer de la richesse. Et à partir de ces richesses, nous créerons des emplois. Et de ces emplois, nous créerons de la dignité. Les emplois ne seront plus comme des faveurs
qui sont donnés ou créés aux Camerounais, mais ce sera tout autre chose. Merci. Donc c'est pour vous dire, M. Dipita Tongo, que le projet que nous avons, qui est un projet souverainiste, mais surtout un projet de rupture, devrait nous amener vers la libération du Cameroun. Merci Serge Espoir Matomba d'être venu ce soir. On espère qu'on aura permis aux Camerounais d'avoir une lumière, une meilleure vision de votre projet politique, économique, sportif, social. Et que, qui sait, peut-être, cela leur permettra de mieux vous comprendre et d'observer par rapport aux 11 autres candidats afin de faire le meilleur choix le 12 octobre prochain. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Vous ouvrez la première série, là, on l'espère, de ces échanges qu'on aura désormais avec tous les candidats, les autres aussi, jusqu'à la dernière semaine du mois d'octobre. Ce jeudi, on a eu le premier secrétaire du PURS, Serge Espoir Matomba. Jeudi prochain, on sera avec un autre candidat qui viendra nous partager sa vision pour le Cameroun, pour vous. Merci, bonsoir et à jeudi prochain.